Gaston se sentait drogué. Il regarda son verre avec méfiance et le porta à ses narines. L'absinthe avait bien un goût d'herbe, peut-être même un goût de poison. Il dévisagea l'impassible Verton dont les mains disparaissaient derrière le comptoir. Il l'avait déjà surpris à lire des ouvrages de chimie organique. Une rumeur connue de quelques habitués disait qu'il avait fait le mitard pour avoir déclenché involontairement un incendie dans son immeuble. Une expérience ratée qui causa la mort des vieux du dernier étage. Gaston en avait entendu parler. Il lui avait demandé pourquoi il travaillait dans un bar, compte tenu de ses connaissances scientifiques. Le serveur disait pratiquer la chimie par pur plaisir. L'affaire de l'incendie devait lui coller à la peau, lui fermant ainsi les portes des laboratoires. Verton portait des jeans et des chemises à carreaux, sur lesquelles il accrochait une petite broche verte et longiligne. Gaston déroutala au WC et tarda à en sortir. Cotix, qui s'impatientait, aperçut un cahier noir posé à l'écart. C'était le journal de Gaston. Il voulut l'ouvrir, mais se retint. La fumée du bar commençait à gêner sa réflexion et sa respiration, si bien qu'il salua Verton en inclinant la tête et attendit dehors. Le serveur le regarda franchir la porte et alla lire plusieurs passages du journal. Ce qu'il lut ne parut pas l'affecter. Gaston but au robinet des toilettes, parla au reflet troublé qui apparaissait dans le miroir et sortit enfin. « Lis pas ça !» dit-il en arrachant le journal à Verton. Il rajusta son costume froissé et regarda le serveur dans les yeux. « Tu vas en avoir besoin », dit Verton en lui tendant une carte de visite. Gaston pouffa de rire, tangua sous l'effet de l'alcool et prit la carte. Il y lut « Docteur Ponchéry, psychiatre d'État ». Il remercia Verton et sortit. Par la vitre, Verton les regarda s'éloigner, puis passa un coup de fil. « Ils viennent juste de sortir, monsieur. Le jeune homme tient un journal où il consigne des pensées assurément anarchistes, entre autres sur le travail, la liberté d'expression, et l'amour aussi. J'en ai moi-même lu des extraits. Oui, monsieur, il en a bu plusieurs verres, ça devrait faire son effet. Entendu. Au revoir, monsieur. » Sur la chaussée mouillée se réfléchissaient les lumières de la ville. Bien que pollué, l'air paraissait pur au sortir du bar. Gaston se sentait déjà plus sobre et honteux de s'être ainsi confessé. « Je passerai peut-être vous voir demain, à l'heure du thé, » dit Cotix. « Votre mère m'a aimablement invité. Nous discuterons à tête opposée. » En RCF, la dérive autoritaire avait commencé par la folie d'un démagogue dont les 2 mandats n'avaient suffi à étancher la soif de pouvoir. Avait suivi un coup d'État réussi grâce aux partisans qu'il avait ralliés à sa cause au cours de sa gouvernance. Et comme personne ne résista, que depuis des décennies déjà, la jeunesse s'était désintéressée de la politique, des élections et des droits du citoyen, on était entré dans une dictature capitaliste. Résultat, aucune élection libre et un unique parti au sein duquel on nommait un président. Travailler pour vivre, vivre pour travailler. Telle était la devise inscrite à l'Assemblée nationale capitaliste. Ce qui signifiait que seul l'argent comptait et que sans lui vous n'étiez rien. La privatisation de la santé et de l'éducation avait été le premier chantier du parti capitaliste unique. Les partisans avaient aussi décrété une loi sur les sentiments amoureux. L'amour devait être interdit, car il était source de souffrance individuelle et d'insubordination. L'histoire avait d'ailleurs prouvé qu'on pouvait se révolter par amour, se sacrifier par amour. L'amour rend déraisonnable et est assurément contre-productif, avait déclaré le chef du parti unique. À chaque recensement de population, une police équipée de détecteurs de mensonges s'assurait qu'il n'existait aucun sentiment amoureux entre les locataires d'un même foyer. Il arrivait qu'elle débarque sans prévenir. La grande majorité de la population avait fini par croire que l'amour n'existait pas vraiment, que c'était un mythe inventé en des temps immémoriaux. Mais même sans amour, il fallait assurer la reproduction. Après naissance, on accordait à la mère la garde du nouveau-né et on tolérait l'affection qu'elle pouvait lui porter. Nécessaire à son développement, utile pour générer un travailleur équilibré. Néanmoins, il était socialement aberrant qu'un père s'attache à sa progéniture. On lui accordait quelques visites s'il en faisait expressément la demande, ce qui était une démarche longue et très mal vue. Cela permettait à la RCF d'inciter les pères fertiles à aller voir ailleurs pour continuer leur ensemencement.
Qu'un enfant ne soit pas conçu dans l'amour était normal, et l'intimité n'était tolérée que pour reproduire, l'État ne se préoccupant que de son pouvoir démographique, statistique à l'appui. Gaston faisait partie de ces orphelins de père, mais il n'en acceptait pas pour autant son sort. Au fond de lui, il croyait en l'âme sœur et en la possibilité de fonder un foyer. Gaston se réveilla la tête lourde. Il avala un cachet, enfila un short, embrassa sa mère et partit sans rien manger pour le salon du livre qui avait lieu chaque année près de chez lui. Il espérait y trouver une perle rare, le livre épargné par la censure, chose difficile car l'État détenait toutes les maisons d'édition ainsi que les chaînes de télévision et de radio. Internet, quant à lui, n'était plus qu'un nid d'espions. Les vendeurs du salon du livre portaient tous d'énormes lunettes dont les verres étaient pareils à des culs de bouteille. L'un d'eux attira l'attention de Gaston par sa posture détachée. Il se contentait d'observer le ciel. « Bonjour, lui dit Gaston. Avez-vous une recommandation ? » « Oh, voilà 20 ans que je fais ça, et c'est la première fois qu'on me pose cette question. À croire que je ne sers qu'à encaisser. Quel genre d'histoire aimez-vous ? » Une intrigue, inspirante, quelques mots bouleversants. Le bigleux se bloqua à nouveau, étouffa un rire mêlé à quelques glaires. « Je vois, » dit le vendeur à voix basse. « Connaissez-vous seulement Jacques Dufort ? » Oui, j'ai entendu que ces livres attirent des ennuis à ceux qui les lisent. Bon, des rumeurs, rien de plus. Cette affaire est bien sérieuse. Et bien réelle. Attendez. Les badauds affluaient déjà. Le vendeur sortit un livre jauni et froissé sur lequel on ne distinguait aucun titre. « Restez discret, » dit-il à Gaston, qui comprit qu'il tenait dans les mains un des romans de Jacques Dufort. Le jeune cacha l'objet dans sa poche intérieure et regarda autour de lui. Un homme chapeauté, dont on devinait seulement le menton barbu, regardait les livres d'un stand voisin. Gaston l'observa. Il se méfiait. L'allée bordée par les stands n'était pas très large, et il devenait impossible de marcher sans se frotter à quelqu'un tant il y avait foule. L'inconnu s'éloigna et Gaston le perdit de vue. « Si je ne devais pas gagner ma vie, » dit le vendeur, « je vous l'offrirais bien. » Gaston fouilla dans ses poches, lui tendit un billet et ressentit une vive piqûre derrière la cuisse. La douleur lui arracha un petit cri. Il se retourna précipitamment, espérant trouver le responsable du coup porté. Mais il ne vit que la foule. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le vendeur. « Ah, je ne sais pas. Ah, quelqu'un m'a bousculé. Ce n'est rien. Ah, si, ça brûle. Tenez, votre argent. » Gaston remercia le vendeur et s'en alla en boitant et en jurant. La douleur augmentait sensiblement, ce qui l'obligeait à faire des pauses tous les 100 mètres. Il arriva enfin chez lui, où il examina sa cuisse sans rien dire à sa mère. Elle lui faisait déjà moins mal, mais elle était rigide et lourde. Il ne vit aucune marque. Il s'assit dans un sofa et attendit que ça passe. Il ne ressentit presque plus rien, puis plus rien du tout. Il y pensa encore un peu, puis ouvrit le livre de Jacques Dufort. L'histoire était simple. Un peintre, génial et visionnaire, disparaît sans laisser de traces. Le mystère plane sur le quartier des artistes. La place où d'ordinaire les peintres travaillent dans un élan de franche camaraderie est désormais vide. Jacques Dufort et son assistant se mettent alors sur la piste du disparu. Gaston aimait bien le roman, intrigant, addictif. Mais vers la fin du livre, quand Dufort découvre enfin que l'artiste porté disparu est interné dans un hôpital psychiatrique, la fatigue eut raison de sa frénésie de lecture et il s'endormit. Un filet de bave au coin des lèvres, le livre ouvert entre les mains. Jacques Dufort était auteur, vivait caché. Il se mettait en scène dans des romans policiers en apparence anodins. Grâce à sa documentation hors pair, ses aventures paraissaient vraies. En parallèle, il mettait sur la toile des articles compromettants des membres du parti unique. Les publications étaient en général assez vite effacées par les programmateurs du parti. Mais une bande d'aficionados avait imprimé ces romans dans la clandestinité, ou les avait diffusés depuis des cybercafés, juste avant que l'État ne ferme les sites internet qui en faisaient la promotion. Le parti avait même procédé à des arrestations exemplaires. Une centaine de ces livres erraient dans la nature. On pensait que la tête de Dufort avait été mise à prix,
ou que l'écrivain militant avait déjà été assassiné. Quelques-uns s'attendaient à un nouveau coup d'éclat de sa part. Beaucoup le détestaient. Gaston avait peur. Il délaissa le livre de Jacques Dufort ainsi que son journal et les cacha à la cave pour éviter les ennuis. Il examina longtemps la carte de visite que lui avait remise Verton. Beaucoup de travailleurs consultaient les psychiatres du parti en espérant recevoir leur bénédiction. Et la fameuse certification de validité physique et mentale, qui garantissait aux employeurs que l'employé était fiable. C'était préférable après une démission. Le jeune démissionnaire Gaston poussa donc la porte du cabinet Ponchéry. Après s'être présenté à l'accueil, il s'assit dans la salle d'attente, devant une grande plaquette commerciale qui présentait les thérapies Ponchéry. Ces thérapies étaient autrefois controversées, car on avait dénombré des cas de manipulation mentale par induction de faux souvenirs. Le patient croyait alors des choses fausses. Les conséquences de telles pratiques allaient du rejet d'un proche à la fugue dissociative, qu'on peut définir comme un trouble mental rare, caractérisé par une amnésie de l'identité personnelle, au cours de laquelle le sujet adopte d'autres personnalités. La fugue dure de quelques minutes à quelques heures, voire quelques jours dans les cas les plus extrêmes. Le parti avait approuvé ces thérapies. La plaquette de Ponchéry ne disait rien à ce propos et Gaston la referma, intéressé. Il voulait simplement qu'un professionnel le déclare sain d'esprit, afin de retrouver du travail rapidement. Ponchéry l'accueillit avec un large sourire et une poignée de main assez ferme. Sur son chandail à col roulé, il avait accroché une broche verte par-dessus lequel il mettait une large veste noire. Des diplômes placardés attestaient du sérieux et du pouvoir d'exercer de Ponchéry. Ils discutèrent d'abord des motivations vagues de Gaston, puis le docteur vanta ses thérapies. Il expliqua à son client qu'on peut enfouir des souvenirs si profondément en soi qu'on ne s'en souvient pas, comme s'ils n'avaient jamais existé, ce qui éveilla d'autant l'intérêt de Gaston. Peut-être que la boîte noire renferme mes explications à mon comportement et mes errements, pensa Gaston. Ces derniers temps, tout me paraît fade. J'ai démissionné et je critique mes semblables à en perdre haleine. Gaston s'endetta et déboursa le nécessaire pour suivre une séance de psychothérapie analytique Ponchéry. Alors que la secrétaire était partie et que Gaston, dernier patient marqué à l'agenda du jour, était allongé dans un état de conscience modifié, l'hypnotiseur lança l'enregistrement de la séance. « N'avez-vous pas commis un crime contre le parti, monsieur Desroutes ? »« Ah non, je me suis toujours bien conduit. »« Et que dites-vous de ces pensées anarchistes que vous consignez dans votre journal ? Vous connaissez le sort réservé aux dissidents, monsieur Desroutes. »« Je ne fais qu'exprimer mes sentiments. C'est de l'art, monsieur, rien de plus. »« De l'art ? C'est pire. L'art révèle des pensées dangereuses au rang d'œuvre. Vous ne voudriez pas rejoindre la classe des insensés. Mais c'est une chose grave que vous venez d'avouer. Je garde les textes pour moi. Jamais je n'ai tenté quoi que ce soit contre le parti. Calmez-vous, monsieur Desroutes. Calmez-vous, vous êtes en terrain ami. Je vous crois. Vous ne tenterez sûrement rien, mais les mots ont un poids, et ils sont dangereux. Qui sait ce qu'ils pourraient produire dans la tête d'un homme violent ou d'un fou ? Oui, imaginez qu'un fou tombe sur vos écrits. Ponchéry prit des notes à la va-vite. C'est donc ça, pensa le psychiatre. C'est un artiste, ça explique tout. Le docteur prolongea l'hypnose pour rappeler les valeurs de la RCF à son patient. Il lui parla du travail et de l'argent, de la patrie et du parti, de la loi sur les sentiments amoureux, de ce qui devait être dit et pensé. Gaston bougeait de plus en plus, de moins en moins réceptif au sermon. Ponchéry compta jusqu'à 5 et le réveilla. Gaston le remercia, se traîna jusqu'à chez lui et tomba malade. Dès le lendemain, passant outre le serment de sa profession qui assurait la confidentialité du dossier d'un patient, Ponchéry fit une copie de l'enregistrement de la séance, la mit dans une grande enveloppe cartonnée, enfila son manteau, annula tous ses rendez-vous et sortit avec empressement le dossier sous le bras. Sa secrétaire était sidérée, et elle ne savait pas où il se rendait. Les racines d'un mal inconnu poussaient déjà en Gaston. Les lois de la RCF, énoncées par Ponchéry,
tentait de coloniser son subconscient dissident. Il se réveilla une nuit hors du lit, victime d'un terrible cauchemar qui paraissait bien réel. Une dame à la physionomie squelettique, recouverte d'un drap transparent, le suivait dans le lointain et lui annonçait sa mort prochaine, tandis qu'un interné du nom de Aldo Mocco se riait de lui à travers la grille d'une oubliette. « Fuis !» disait l'interné. « Fuis donc, petit homme !» Gaston se releva. Il ouvrit l'un de ses cahiers pour retranscrire le songe. Mais en écrivant, il entendit des murmures, comme s'ils étaient plusieurs à penser. Il ne s'agissait pas d'hallucination. Il faisait l'expérience inconsciente de ce que la médecine appelle trouble dissociatif de l'identité, ou encore personnalité multiple. Comme si son esprit se fragmentait, incapable qu'il était de se focaliser sur la personnalité originelle de Gaston Déroute. Absorbé totalement par ces personnages, il retranscrivait presque parfaitement leur voix et leur gestuelle. Il ne contrôlait pas le phénomène et il était pénible de restaurer sa personnalité d'origine. Il ne s'en rendait compte qu'après coup, quand il laissait une trace, par exemple Aldo Mocco, en bas d'un de ses textes, ou quand sa mère lui racontait qu'elle l'entendait parler avec une voix qui n'était pas la sienne. La mère Déroute appelait ça de simple absence. Mais elle savait que son fils devenait fou.